Jesse Hughes, chanteur du groupe Eagles of Death Metal, et rescapé du Bataclan. Avant de s'intéresser à son cas dans cette opération, sous faux drapeau, découvrons d'abord la fascination passée sous silence du chanteur, envers le fondateur de l'église de Satan, et trafiquant d'armes pour Israël. Le 10 décembre 2015, le magazine Télérama avait cru nécessaire de pondre cet article polémique largement inspiré par un portrait antérieur publié par The Daily Beast, qui exposait sa défense du port d'armes et son inclinaison politique pour Donald Trump. Nulle mention n'aura été faite par Télérama à propos de son soutien exubérant envers Israël. Lors du concert à Tel Aviv, Jesse Hughes avait ajouté sur scène qu'il ne boycotterait jamais un endroit comme celui-ci. I want to tell y'all something. I love this fucking place. I love this fucking place. No. I ain't just saying that shit. Look, I even went and got these t-shirts, baby. I will tell you this, with the good Lord as my witness, I would never boycott a place like this fucking place. Le 15 février 2016, le chanteur californien accordait un entretien à Laurence Ferrari de la chaîne iTélé via le retour du groupe à Paris pour un concert donné le lendemain à l'Olympia. Pour leur entrée en scène, ils ont choisi l'air de Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Un hommage à la capitale et au public qui compte de nombreux rescapés du Bataclan. À propos de l'attentat du Bataclan, l'homme avait osé affirmer que la salle de spectacle avait été ciblée car elle soutient Israël et d'ajouter son amour pour cette salle et son soutien énorme à Israël. Je pense que c'était le Bataclan qui était la cible. Le Bataclan car il soutient Israël. Le Bataclan a été ciblé pour la simple raison qu'il y a des personnes juives qui travaillent. Et je pense que la chose était très claire. Personne, j'aime cette salle, j'aime ce qu'elle représente, et j'aime les personnes qui étaient dans cette salle de concert. Je soutiens énormément Israël personnellement. Et donc, je dois être le premier groupe à y rejouer. Le sionisme radical de Jesse Hughes s'accompagne d'un penchant pour le satanisme. Cette orientation spirituelle est généralement édulcorée par la presse française, qui préfère confortablement y voir une simple posture ironique ou esthétique de la part d'un homme qui s'affiche également comme une sorte de prêtre catholique à temps partiel. En avril 2015, le chanteur avait incidemment confessé auprès d'une web TV commerciale l'identité de son modèle. I suppose that's why I'm attracted to them, because I want to be a real wizard, you know? And I don't mean like some fucking stinky hippie Gandalf wizard. I mean like Anton LaVey in his ethereal form. Figure iconoclaste de la contre-culture californienne des années 60, le juif Anton Chandor LaVey, décédé en 1997, fut le fondateur de l'église de Satan. En 1990, son épouse dénommée Blanche Carton, et affublée du titre de grande prêtresse, lui avait consacré une biographie riche en révélations. On y apprend notamment qu'Anton LaVey, descendant d'une famille ashkénaze et étudiant à San Francisco, était impliqué avec des groupes de militants israéliens dès 1949 pour acheminer des armes à destination du nouvel État. L'anecdote édifiante est que LaVey rapporte avoir été invité à Tel Aviv par Asaf Dayan, acteur israélien et fils du criminel de guerre Moshe Dayan. Le
comédien était particulièrement emballé par le best-seller de LaVey, paru en 1969, et intitulé La Bible satanique. Selon lui, cette philosophie enseignée était déjà pratiquée sous la contrainte en Israël. L'engagement sioniste de LaVey et son goût singulier pour les déguisements excentriques au symbolisme occulte étaient partagés par une célèbre famille qui avait construit une exploitation viticole située à une dizaine de kilomètres de son église satanique, autrement dit, les Rothschild eux-mêmes. À la fin des années 70, Philippe de Rothschild avait repéré un terrain de Napa Valley pour y édifier un somptueux domaine incluant la forme d'un compas. Sionisme et satanisme, un mélange des genres qui ne déplaît pas à Jesse Hughes. Le 12 novembre, soit la veille des attentats de Paris, le chanteur participait à un concert particulier à Londres. Le film projeté durant le concert raconte l'histoire de la guitare du diable, donnée à l'humanité par l'ange déchu incarné par Iggy Pop. Ce va-et-vient entre référents israéliens et symbolisme satanique s'illustre également dans l'identité de l'homme qui avait réalisé la fameuse vidéo d'entretien post-attentat du groupe Eagles of Death Metal. Alex Hoffman, producteur exécutif du site Vice, et citoyen britannique originaire d'Israël. L'homme avait également produit et réalisé le récent documentaire Redemption of the Devil, mettant en scène Jesse Hughes. Quant à tous des Cross, compagne de Jesse Hughes, inutile de rappeler qu'elle partage le même intérêt pour le culte de Satan. "89 seconds of silence, please. Let's take a moment to remember, and we get back to the fun." Après avoir laissé échapper un rire nerveux durant les 89 secondes de silence sur la scène de l'Olympia, le chanteur avait exhibé un t-shirt sur lequel fut inscrit « Je veux vraiment être à Paris ». Jesse Hughes, prétendu prêtre catholique, véritable sataniste et militant sioniste, n'avait peut-être pas vendu son âme pour venir jouer le 13 novembre à Paris. Mais une chose est sûre, sa trouble personnalité et sa vie chaotique auraient pu inspirer un célèbre fils de cantor, celui qui déclame les prières de synagogue, Jacques Offenbach, compositeur d'une opérette créée en 1855, centrée autour d'un complot politique de 3 Français déguisés en Chinois et dénommé Bataclan.
And I don't want to be sued. I'm looking, when I get there, I want to see the security guards. I want to know that they're trying to stop me as much as they need to be. When I first got to the venue and walked in, I walked past the dude who was supposed to be the security guard for the backstage. He didn't even look at me. And I stopped and I backed up and I went, hey, I'm in the band. And he went, I didn't like him at all. Le 10 mars 2016, sachant que le service d'ordre du Bataclan avait été recruté par un homme engagé en faveur du régime de Tel Aviv, tel que Pascal Twitou, et qui continue d'assurer conjointement avec le puissant groupe pro-israélien Lagardère la responsabilité de la salle jusqu'en septembre 2018, il est soudainement pointé du doigt par le chanteur Jesse Hughes et l'ingénieur du son du groupe Eagles of Death Metal, Sean London. And so I immediately went to the promoter and I said, who's that guy? I want to put another dude on. And he goes, well, some of the other guards aren't here yet. And eventually I found out that 6 or so wouldn't show up at all. En 24 heures, c'est la bronca. Choyé par la plupart des journalistes français depuis le 13 novembre, Jesse Hughes est soudainement devenu en ce 10 mars 2016 un personnage dégoûtant pour bon nombre d'entre eux. Le motif, c'est sa déclaration exclusive, tenue la veille sur la chaîne américaine Fox Business, à propos des agents de sécurité du Bataclan, présentés comme d'éventuels complices des terroristes du 13 novembre. Le 16 février, dans l'édition italienne de Vanity Fair, le chanteur controversé était allé encore plus loin en affirmant catégoriquement avoir vu avant le concert, et avec l'ingénieur du son, 2 des terroristes dans le Bataclan. Des propos similaires à ceux qu'il avait tenus dans l'édition du 3 décembre de Paris Match. Le 14 février, de passage à Stockholm pour un concert, Jesse Hughes avait accordé un entretien à la télévision suédoise. Il y indiqua également avoir vu dans les coulisses, et toujours en compagnie de Sean London, 2 des tueurs avant le concert. Le chanteur précisa que sa compagne Tuesday Cross avait filmé l'un d'entre eux lors de sa retransmission en direct du concert via l'application Twitter de Periscope, un document passé sous silence passé par la presse traditionnelle de l'Hexagone. Pour rappel, selon de nombreux spectateurs ou riverains présents ce soir-là, 2 des terroristes étaient tout en noir. Sean London, l'ingénieur du son du groupe, avait également mis en cause l'attitude bizarre des agents de sécurité. Ces propos avaient été diffusés le 25 novembre par une web TV à la faveur d'un entretien de 38 minutes, mené par le consultant américain Jim Hutchison. Le technicien s'y étonnait notamment que 2 vigiles sur les 4 présents de toute la soirée, selon lui, aient pu ressortir indemnes par l'entrée du Bataclan, censé avoir été occupé par une partie des terroristes dans les premières minutes de l'assaut. London affirma également qu'un vigile, averti par le chanteur, dans les minutes ayant précédé l'attaque, des risques encourus par les spectateurs pressés contre la barrière, lui avait étrangement ri au nez. Trois mois après les événements, une certaine opacité perdura à propos de l'identité complète et de la filiation précise des hommes chargés, ce soir-là, de la sécurité du Bataclan. Comment a réagi Didi aux insinuations de Jesse Hughes? Cet Algérien de 35 ans, qui travaille pour Pascal Twitou depuis 2004, avait fait savoir hier que sa société de sécurité, qui devrait porter plainte pour propos diffamatoires. Rappelons ici que l'héroïque Didi,
qui se présente comme un citoyen originaire de Conlaville, avait reçu la médaille de la ville des mains du maire, un député Les Républicains, proche de l'obédience maçonnique du Grand Orient de France, et membre du groupe d'amitié parlementaire France-Israël. Quant à Jesse Hughes, autre défenseur d'Israël, reste à distinguer la part de sincérité et de bluff dans ses déclarations répétées, qui vont à l'encontre de la version officielle du 13 novembre, faisant état de 3 terroristes qui seraient arrivés au Bataclan en milieu de concert. S'agit-il là d'un témoignage authentique et spontané, ou d'un préjugé raciste uniquement basé sur la couleur de peau des agents chargés de la sécurité, et qui aurait été confondu avec les terroristes? Ou bien est-ce une habile tactique consistant à dissiper le questionnement des citoyens informés du profil particulier des responsables du Bataclan, en forgeant, en guise de contre-feu, du parfait complotisme? Celles suggérant que des vigiles, dont la plupart étaient d'origine afro-maghrébine comme Didi, Herman, Unoumouké Sidibé, directeur adjoint de la sécurité, pouvaient être, en raison de leur éventuelle appartenance à l'islam, des complices opérationnels de terroristes djihadistes. En bref, une diversion consistant à détourner l'attention actuelle sur les patrons sionistes du Bataclan, pour désigner à leur place des vigiles pseudo-islamistes. Nul doute qu'un chanteur comme Jesse Hughes, qui admire Israël, George Bush, Donald Trump et Anton LaVey, puisse se prêter à de tels stratagèmes. Reste encore à accélérer la manifestation de la vérité, aujourd'hui camouflée par cette éventuelle mystification. Peut-être faudrait-il interroger celui qui a choisi de céder sa salle tout en conservant sa gestion en la date symbolique du 11 septembre, autrement dit Joël Twitou. Désormais installé dans l'État hébreu, l'ancien programmateur des spectacles du Bataclan avait accordé, le 16 février 2016, un entretien à la chaîne propagandiste israélienne 24 News, où l'on peut voir ce discret personnage y donner avec une souriante désinvolture sa version des faits. Mais voilà, double coup de théâtre. Dans un premier temps, acculé par la polémique, le chanteur rétropédale et présente ses plates excuses envers les agents de sécurité du Bataclan, après avoir mis en doute leur intégrité. Mais quelque temps plus tard, il récidive le 18 mai 2016, lorsque la presse française rapporta la récente publication d'un entretien politique avec lui, où il assure sans la moindre preuve qu'il aurait vu des musulmans célébrer les attaques. Pour ceux qui connaissent la tactique, il s'agit d'une énième production de Hasbara, le terme hébreu qui désigne la propagande israélienne, via le mythe du musulman qui se réjouit des attentats terroristes, et faisant notamment référence à la distribution des bonbons aux Palestiniens juste après les attaques du 11 septembre 2001, une situation prise hors contexte afin d'en faire l'amalgame pour stigmatiser l'islam. Paru le 14 mai sur le site Takizmag, l'interview avait été réalisée par Gavin McInnes, un Canadien pseudo-punk qui se définit comme un conservateur catholique romain, opposé aux anti-Israël dans son camp. L'entretien comporte plusieurs déclarations anti-musulmanes ou arabophobes, ainsi que d'étranges contre-vérités, notamment à propos de la prétendue présence de Salah Abdeslam au Bataclan, ou celle de 2 musulmanes voilées, qui sont tacitement présentés comme les complices des terroristes. Le 12 mai, des extraits audiovisuels de cet entretien avaient été mis en ligne par Gavin McInnes sur son site Rebel Media. Visionnée par 30 000 internautes environ en 6 jours, la vidéo comporte un nombre important et rare de votes négatifs et de commentaires hostiles au chanteur,
ressenti par la plupart comme un affabulateur. Et pour finir, afin de le confirmer, lors de sa première interview après l'attentat sur Vice, Jesse Hughes avait fait sensation en affirmant que des spectateurs se seraient réfugiés dans la loge du groupe avant d'être abattus, à l'exception d'un gamin caché sous sa veste. Mais cette histoire n'était qu'un bobard. Depuis 2 ans, de nombreux rescapés ont fait état de leur passage dans la loge des artistes, un ensemble de pièces contenant les affaires du groupe, dans lequel ils étaient restés confinés durant 3 heures, mais sans le moindre mort parmi eux. Quant au rapport officiel et exhaustif de la commission d'enquête parlementaire, elle n'avait fait aucunement mention des spectateurs abattus dans les loges ou les locaux techniques. Des années après, le mystère pour certains perdure à propos des événements survenus autour du Stade de France. Un nouveau témoin, défendu devant la commission d'enquête parlementaire par une avocate liée au CRIF, suscite le trouble. Le 18 février 2016, BFM TV avait diffusé un court entretien avec ce témoin, Omar, vigile marocain de 32 ans, face au journaliste Thomas Misrachi. Et avant la fermeture des portes, il y avait la première explosion. C'était à ma droite. Du coup, on est sorti pour évacuer tout le monde. Et là, derrière moi, j'entends quoi? Attentat. Vous dites j'entends attentat, vous entendez ça où? Des policiers derrière moi. Qui ont des radios, qui parlent entre eux. L'homme aurait refusé l'entrée à Bilal Atfi, l'un des kamikazes du Stade de France, qui s'était alors fait exploser devant ses yeux, et il aurait aussi été témoin de la mort de Manuel Dias, la seule victime des terroristes à Saint-Denis. Et les policiers, ils vont directement vers le lieu des attentats. Et là, je vois quoi? Je vois le monsieur. Là, je lui dis, reculez monsieur, reculez. Là, il tire. Ceinture d'explosion. Et là, je tombe. Il y avait un victime, un monsieur de 52 ans, un papa, on va dire. Il était coupé en deux. Il me demande de l'aider et j'arrive pas à l'aider. La veille, le JT de 20h de TF1 avait également diffusé un reportage consacré au stadier, toujours hospitalisé à l'hôpital militaire Percy, qui gardait la porte G et qui s'était retrouvé face à Bilal Atfi. Plus tôt dans la journée, Omar Dmougui, interrogé par France Info, avait été auditionné par la commission d'enquête parlementaire relative aux attentats du 13 novembre. L'audition complète de ce témoin, jusqu'alors passé sous silence par les médias, est visible sur le site de l'Assemblée nationale. La première explosion, c'était à ma droite. J'ai rien vu, mais j'ai vu le camion qui était à côté du café, qui a bougé à cause de la puissance de l'explosion. L'homme affiche un état de choc qu'on appelle l'inhibition psychomotrice, 3 mois après les faits. Le motif, il aurait vu le kamikaze Bilal Atfi se faire exploser avant de voir agoniser sous ses yeux Manuel Dias,
seule victime tuée lors des attentats du Stade de France. Il affirma avoir évité un carnage en stoppant le terroriste. Après, j'ai sorti pour évacuer du monde. C'est le cas où la porte a été ouverte pour les retardataires. Alors il peut rentrer facilement. Et là, ça va faire le carnage. C'est là que vous êtes interposé. Oui. Là, je lui ai dit, arrêtez, vous allez où? Poussez-vous, monsieur, poussez-vous. Il m'a regardé dans les yeux. Il a fait 2 pas en arrière. Il a exposé sa ceinture. Après, il y avait un monsieur derrière. Il est décédé. C'est un papa, on va dire 52 plutôt. 52 ans, type européen. Il me demande de l'aide. C'est tout le temps, je le vois, lui. Même quand je dors, je le vois. Même là, je le vois devant moi. Le 31 janvier 2016, Le Parisien, premier média à rapporter son témoignage, avait indiqué qu'il travaillait ce soir-là pour la première fois au Stade de France. Lors de son entretien, Mougui affirma que le kamikaze, Bilal Latfi selon TF1 et BFM TV, portait une petite queue de cheval. Le problème est que plusieurs éléments des propos tenus par le stadier sont contredits par d'autres témoins clés, comme Salim Tourabali, autre employé de sécurité parmi les 150 présents ce soir-là, qui fut posté devant la portelle. Le 30 novembre, la chaîne américaine NBC avait diffusé l'interview de ce stadier, qui raconte avoir refusé l'entrée à un homme suspect. Puis, le 15 décembre, ce fut au tour de BFM TV de diffuser un entretien avec lui au cours duquel le stadier affirmait avoir reconnu sur une photographie exhibée par la police cet homme aux cheveux courts qu'il dit avoir refoulé. Il s'agirait de Bilal Latfi. Il attendait un billet, mais il voulait rentrer. J'ai dit non, monsieur. Et puis là, il est resté environ 5-10 minutes devant moi. À un moment donné, il était au téléphone, il observait à l'intérieur. Il m'a dit, écoutez, j'appelle quelqu'un pour avoir un billet. Je lui ai dit, appelez-le monsieur, mais vous rentrez pas. Là, je l'ai vraiment imposé. Je vois qu'il est resté ici, qu'il est resté environ, on va dire 5 minutes devant moi pour voir comment ça se passe la circulation, comment les services de sécurité sont. Le jeune homme tente à nouveau de frauder quelques mètres plus loin, mais en vain. Il finira par disparaître dans la foule. Salim a eu le temps de bien l'observer. Et puis à un moment donné, il voulait décaler sur l'autre côté. Et là, j'ai décalé l'autre côté pour signaler mon copain, mon collègue. Je lui ai dit, faites attention, je l'ai fait ça. Faites attention, il y a quelqu'un qui veut rentrer derrière l'autre. Ma taille ou un peu plus grand, il avait un survêtement en couleur foncée, il avait des cheveux courts. 3 jours plus tard, la police judiciaire de Bobigny le contacte. J'ai pensé qu'il allait me reprocher, j'ai quitté mon poste pour aller faire autre chose. Et puis là, il m'a dit, écoutez, qu'est-ce que s'est passé au Stade des Franges? Et là, ça m'a venu en tête, cet petit incident. Et puis là, il a vu que je l'ai surveillé. Il s'est dispatché dans la foule et c'est parti. Une première explosion, j'étais là. Le policier lui montre alors plusieurs clichés, dont celui de Bilal Latfi, l'un des 3 kamikazes du Stade de France. J'étais très choqué, quoi. Il m'a montré une photo qui a été prise après l'attentat. La police scientifique tenait sa tête, qu'il a photographiée, et là, ça correspondait bien à l'individu. J'ai senti vraiment au cœur. En fait, l'explosion est venue. C'était vraiment fort, puissant. La discordance entre les deux stadiers à propos de la physionomie de Bilal Latfi n'est pas la plus importante. Le plus étrange, le 16 novembre, le site de la chaîne RMC Sport avait publié un article instructif pour mettre fin à la rumeur selon laquelle un stadier musulman, prénommé Zouer, aurait détecté une veste explosive sur un kamikaze avant de lui refuser l'entrée. En voici des extraits.
autre contradiction à propos des lieux exacts où ont été retrouvés les corps de Bilal Atfi et Manuel Diaz. Selon François Molin, Manuel Diaz aurait été soufflé par la première explosion survenue à 21h17 devant la porte D. Omar Dmougui était posté devant la porte G, et le corps coupé en deux qu'il évoque ne peut être celui de Manuel Diaz. Une première explosion retentit rue Rimet à Saint-Denis, à hauteur de la porte D du stade. Sur place étaient découverts 2 corps, dont l'un est apparu comme étant celui d'un kamikaze, avec une ceinture explosive composée de TATP, de piles et d'un détonateur sous forme de bouton poussoir, ainsi que de boulons, pour contribuer à aggraver encore le mécanisme et le souffle de l'explosion. Le second, un passant, a été soufflé par l'explosion. Même dissonance au sujet de Bilal Atfi, où selon l'enquête policière officielle qui fut rapportée le 28 décembre par le Figaro, la dépouille d'Atfi, confondue par ses empreintes papillaires, avait été retrouvée sur la scène de la 3e et dernière explosion, survenue loin des portes du stade, rue de la Coquerie. Signalons ici que la mère de Bilal Atfi avait témoigné, le 26 décembre, auprès de Maghreb TV, pour affirmer avoir étrangement constaté que son fils mort, et censé s'être explosé, était beau, comme s'il dormait. Elle affirmait avoir cru à l'histoire du complot et accusé les autorités de mentir tellement, car on lui avait indiqué antérieurement que Bilal Atfi était méconnaissable. Madame, qu'est-ce que ça vous a fait le fait de vous rendre sur place, sur les lieux de cet attentat, sur les lieux du... Ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, j'avais ce besoin. Pourquoi, je n'en sais rien. C'était viscéral, je devais voir par où mon fils est parti, parce que ça faisait 9 mois que j'avais aucune nouvelle et j'y croyais pas. Je croyais à l'histoire du complot. On m'avait dit de ne pas aller le voir parce qu'il était méconnaissable, mais en fait, les autorités mentent tellement. Puis quand j'ai dit, moi je m'en fous, j'y vais. Connaissable ou méconnaissable, j'irai. Avec mes enfants et mon petit frère, et on a pu le voir. Et il était beau. Il avait... c'est comme s'il dormait. Il dormait. Il était allongé. Mais il était mort. Autre proche endeuillé à critiquer l'attitude opaque des autorités, c'est Sophie Diaz, fille de Manuel Diaz. Le 15 février 2016, elle révélait ne pas avoir eu accès depuis 3 mois au rapport d'autopsie de son père. Au niveau de l'identification des corps, encore une fois, c'était la seule victime du stade. Et comment est-ce possible d'avoir eu un contact du Quai d'Orsay que 48 heures après pour me demander si j'avais des nouvelles de mon papa? C'est quand même inadmissible. C'est important de le suivre, c'est important d'avoir ces précieuses informations, parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai aucune information suite au décès de mon papa. J'aimerais bien en avoir et je cherche à en avoir par tous les moyens. J'ai, vous vous en doutez, contacté tous les hôpitaux proches du Stade de France, et c'était pourtant la seule victime, et impossible d'avoir de ses nouvelles, il n'était pas sur les listes. J'ai eu un contact privilégié au sein de la police également, et il n'était toujours pas sur les listes jusqu'à samedi. C'est un besoin d'information. C'est un besoin d'information, oui, mais c'est un peu triste aujourd'hui d'en arriver à scruter les moteurs de recherche, les articles de presse pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et quel type d'information souhaitez-vous ? Moi personnellement, je voudrais savoir comment ça s'est passé, s'il était proche du kamikaze ou pas, où est-ce qu'il était exactement. J'ai dû moi-même faire mes démarches de mon côté puisqu'il était nationalité portugaise, et via le consulat du Portugal, qui était en contact et qui avait un contact privilégié avec le Quai d'Orsay, j'ai réussi à avoir la confirmation le samedi 14h, mais le Quai d'Orsay ne m'a rappelé que le dimanche soir. Donc je me dis que s'il aurait fallu attendre jusqu'au dimanche soir pour avoir des nouvelles de mon papa, c'est très très grave. Voilà, ça va se faire, je pense, avec le temps, mais on nous dit d'être patient. Et c'est vrai qu'au bout de 3 mois, ne pas avoir aucune information, c'est vraiment très difficile.
Grand oublié des attentats en comparaison des jeunes du Bataclan, le seigneur portugais Manuel Dias, retrouvé mort dans des conditions encore obscures, peut compter sur sa fille, visiblement déterminée à connaître toute la vérité. Résumons la situation. Témoin de la seconde explosion, Omar Mougui aurait vu Bilal Atfi se faire exploser face à lui avant de voir agoniser Manuel Dias. Or, Atfi, retrouvé des dizaines de mètres plus loin, aurait commis la troisième explosion, tandis que Dias fut fauché par la première explosion. Qui assure la défense judiciaire et la représentation médiatique d'Omar Mougui? Samia Maktouf, avocate de Latifaï Benziaten, mère de la première victime de l'affaire Mera, qui participe désormais à tous les colloques et événements festifs organisés par la mouvance pro-israélienne. Sœur de Lotfi Maktouf, un homme d'affaires célébré par Caroline Fourest, Samia Maktouf est également l'avocate d'Hassan Chalgoumi, autre figure relais du CRIF, et Hassan Abadili, acteur clé également récompensé par le comité juif américain de l'obscure affaire du magasin Hyper Cacher. Elle est aussi un compagnon de route, depuis un quart de siècle, d'une organisation islamophobe totalement dévouée à la cause d'Israël. Parmi les dizaines d'avocats arabophones de la place de Paris, pourquoi le Marocain Omar Mougui aurait-il fait lui-même appel à une franco-tunisienne particulièrement proche de la mouvance sioniste? Quelqu'un à l'hôpital militaire Percy, où il était censé demeurer ou via l'ambassade du Maroc, avait visiblement fait office d'intermédiaire.